L'écriture inclusive est une écriture militante qui a été construite et fondée par des universitaires et des intellectuels militants qui voulaient en faire un instrument de déconstruction de notre civilisation. Alors pour la première fois, moi effectivement, ça fait très longtemps, c'est 2013. À l'époque, j'étais inclus dans un groupe de travail au ministère de l'Éducation nationale sur l'éducation à la sexualité. Et de façon très naïve, j'ai posé la question de savoir à quoi ça servait de faire de l'éducation à la sexualité à des enfants de primaire. Et on m'a répondu que l'objectif n'était bien évidemment pas de leur apprendre à mettre un préservatif ou de leur parler de sexualité, mais de déconstruire le genre. Et c'est à ce moment-là que je découvre à la fois tout ce qui va être autour des études de genre et un des moyens, ça a été l'écriture inclusive. Et je me suis aperçu que c'était un vrai projet politique, qu'il était déjà très structuré intellectuellement avec des références assez anciennes et que finalement on en avait pour beaucoup assez peu entendu parler. Les mouvements activistes ont toujours été les premiers à utiliser ce genre d'écriture. Donc dans les mouvements féministes d'abord, mais après dans les mouvements de gauche assez classiques, dans les mouvements écologistes. On a vu très rapidement, par exemple en 2017, beaucoup de programmes politiques qui ont commencé à introduire à dose plus ou moins homopathique un peu d'écriture inclusive. Il y a eu une première étape qui a été le point médian, qu'on a vu donc d'abord dans les écrits militants, puis petit à petit dans les écrits administratifs, notamment au sein des universités, qui ont sans doute été un des moteurs de la popularisation de cette écriture-là, et puis dans quelques municipalités, notamment les municipalités qui ont été gagnées par les mouvements écologistes lors des dernières élections municipales. En 2017, il y a un sondage qui est paru sur l'écriture inclusive, un sondage Harris, qui disait que 75% des Français voyaient dans l'écriture inclusive quelque chose de plutôt positif. Un récent sondage qui date de l'année dernière, qui a été fait par l'IFOP, pour Havas Paris, montre qu'ils ne sont plus que 30%. Et ça, c'est très intéressant parce que l'écriture inclusive, on voit que plus les gens la connaissent, plus les gens la rencontrent, plus les gens y deviennent hostiles. L'évolution d'une langue, elle se fait naturellement. Elle se fait par l'usage. Et là, très clairement, l'écriture inclusive, c'est pas une évolution qui se fait par l'usage, mais qui se fait par des volontés militantes. Et qu'on voit au contraire que plus elle s'avance, plus les Français y sont hostiles. On est dans une volonté imposée par quelques-uns, et donc c'est très important de comprendre que c'est pas du tout la volonté naturelle et que c'est pas une évolution naturelle de la langue. Au contraire, c'est quelque chose qui est imposé et qui pose de nombreux problèmes. Cette écriture n'est pas inclusive, elle est exclusive. C'est une écriture qui est d'abord idéologique, et l'objectif de cette écriture, c'est pas de rééquilibrer la présence de l'homme et de la femme, puisque on le voit d'ailleurs dans les évolutions de l'écriture inclusive aujourd'hui, on ne fait plus apparaître du tout la question du genre et de la femme, mais on invente une règle de neutralité. Par exemple, quand on remplace toutes et tous par tous, on n'a plus, y compris, la volonté d'impliquer les femmes. Donc l'objectif, il est clairement ailleurs, et il est ailleurs depuis le début. Quand on lit la volonté de Monique Wittig ou de Judith Butler, l'idée, c'est d'utiliser la langue pour en faire un instrument de déconstruction et de créer une forme de langue irrégulière qui choque. C'est ce qu'elles appellent le tumulte, de façon à ce qu'on puisse, grâce à ça, dégenrer la langue. Et c'est pour ça qu'on va créer une langue qui va être toujours plus irrégulière. Les adeptes de l'écriture inclusive veulent aller beaucoup plus loin. Si à un moment donné, on s'arrête justement au point médian, l'œil va s'habituer au point médian, et du coup, l'écriture ne sera plus suffisamment irrégulière, donc on est obligé d'aller toujours plus loin. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec le point médian, puis les règles de grammaire inclusive, entre guillemets, avec la règle de l'accord de proximité, la règle du féminin général. C'est ensuite la création de mots ou de pronoms neutres comme «iel», comme «tous», et c'est ensuite effectivement d'autres règles, avec par exemple la grammaire queer, développée par une universitaire de la Sorbonne, qui elle va carrément changer les mots. Par exemple, on ne dira plus un acteur ni une actrice. Là, on avait les deux mots, le masculin et le féminin, donc les deux étaient tout à fait visibles. Et ben, on va remplacer tout ça par acter, ce qui fait qu'effectivement, on n'a même plus la déclinaison du féminin. Donc l'objectif, il n'est clairement pas d'améliorer la présence du féminin dans la langue, mais tout simplement de créer la langue comme un instrument politique, ce qui est exactement le contraire de ce que doit être une langue.
ce mouvement-là, il est effectivement minoritaire. Mais c'est une minorité extrêmement agissante et qui est militante. La majorité des universitaires, des linguistes, travaillent de façon discrète, ils sont concentrés sur leur métier, ils font leurs publications scientifiques et malheureusement, en face, ils ont des gens qui bénéficient de caisses de résonance militantes beaucoup plus importantes, ce qui donne cet effet démultiplié de la pensée woke dans l'université et notamment sur les questions liées à l'écriture inclusive. En fait, aujourd'hui, pour l'instant, toutes ces réponses institutionnelles ont été assez peu efficaces, puisqu'on s'aperçoit que c'est surtout une poussée militante qui est faite par des gens qui, en gros, n'en ont rien à faire et trouvent toujours des écueils. C'est en plus très difficile d'interdire par une loi ou par une circulaire l'écriture inclusive, puisque l'écriture inclusive, c'est finalement un concept très flou. Et vu qu'ils inventent des mots tous les jours, c'est très difficile. Vous ne pouvez pas faire une liste de mots qui seraient interdits, puisque par exemple, on est passé de toutes à tous, après on a eu toust, maintenant on a tous. D'ailleurs, les mots existent les uns à côté des autres. Et c'est en ça aussi d'ailleurs que ce n'est pas un langage inclusif. L'écriture inclusive est devenue une écriture qui en réalité impose et assigne les personnes à une identité. C'est très important de comprendre ça, puisqu'en réalité, la langue normalement est neutre et avec l'écriture inclusive, dès que vous parlez, dès les premiers mots que vous échangez ou que vous écrivez, on sait dans quel camp vous êtes. Soit vous êtes progressiste, soit vous êtes qualifié de réactionnaire. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est selon la façon dont vous parlez, soit vous utilisez le point médian, soit vous allez plus loin avec justement les mots épicènes, et selon que vous utilisez toutes et tous, tous ou toutes, vous êtes dans des catégories différentes qui appartiennent à des communautés différentes. Et en réalité, vous avez une langue qui n'est plus une langue qui est un bien commun, mais qui est une langue qui se décline par communauté. Et c'est, je pense, ce qui est le plus dangereux, parce qu'au fur et à mesure, on s'aperçoit que la langue n'est plus un bien commun, mais elle est quelque chose qui, finalement, vous assigne à résidence identitaire et vous empêche de parler à tout le monde. Et c'est exactement le contraire de ce que doit être une bonne langue, une langue vivante. La féminisation, par exemple, des noms de métiers, ça a été quelque chose que certains ont vu comme une prémisse de l'écriture inclusive. En réalité, je pense que c'est deux choses radicalement différentes. Dans la féminisation des noms de métiers, il n'y a pas cette volonté de dépasser le genre, il n'y a pas cette volonté de déconstruire des valeurs. Donc on est quelque chose qui apparaît pour moi assez cosmétique. C'est comme ceux qui font mesdames, messieurs dans un discours, c'est pas, pour moi, on n'est pas dans l'écriture, on n'est pas dans un langage inclusif. Même la fameuse phrase de Macron, quand il commence « bonjour à toutes et à tous », ça peut être lourd, mais on n'est pas dans quelque chose qui est idéologique et qui est de nature à rendre la langue impropre, parce que ça a toujours existé. On peut utiliser ça, justement, c'est la richesse de la langue française. On peut utiliser le féminin, le masculin générique. Tout ça est possible. Je crois que le seul intérêt de toutes les mesures qui sont prises, et y compris des propositions de loi, c'est de faire prendre conscience qu'il y a un problème. Et que moi, ce qui me rassure, c'est effectivement ces sondages qui montrent que plus les Français connaissent l'écriture inclusive, moins ils sont prêts à l'utiliser. Il faut juste éviter qu'elle se répande, qu'elle vienne soit impacter nos textes juridiques, qu'elles viennent impacter aussi la publicité, par exemple, de façon à ce que dans le grand public, ceux qui s'adressent au grand nombre savent bien que la langue française est une langue qui évolue lentement et que lui imposer une réforme qui serait l'écriture inclusive de façon militante, c'est contre-productif, c'est mauvais pour la langue, mais c'est aussi mauvais pour la société française et la concorde de la société française. En fait, la seule langue inclusive, c'est le français bien parlé. Et en fait, la vraie leçon, on n'a pas besoin d'inventer des nouveaux mots, on n'a pas besoin de rajouter des points ES, points E, pour avoir un langage qui soit incluant, pour avoir un langage qui parle à tout le monde. La langue française le fait. Il y a dans la littérature française des livres qui ont été écrits bien avant que l'écriture inclusive existe et qui sont des formidables manifestes féministes. Je pense par exemple à Madame Bovary. Et bien tout ça, effectivement, c'est des choses qui montrent qu'on n'a pas besoin de torturer la langue pour la rendre inclusive. Au contraire, il faut aimer la langue française, il faut apprendre ses subtilités, et toutes les subtilités de la langue française permettent justement d'être le plus inclusif possible.